Je vous propose tout de suite, sans plus tarder, d'accueillir avec moi Claudia Serban, que je suis très très heureux d'accueillir une nouvelle fois parce que je me souviens que tu es déjà intervenu. Euh, Juste pour mémoire, Claudia Serban est maître de conférence à l'université de Toulouse. Toulouse-la-Rouge, il faut dire, non? Je ne sais pas. Oui, Ça, si c'est tu pour veux. une Toulouse petite... Jean Jaurès. Toulouse-Jean Jaurès, voilà. C'est une petite pique pour le plaisir. Elle a écrit notamment alors, un livre que je vous recommande bien sûr chaudement, c'est son livre sur la notion de possibilité, paru il y a quelques années au PUF, dans la collection Épiméthée, une œuvre tout à fait magistrale sur le possible, à la fois chez Husserl, chez Heidegger, et donc je n'en dis pas plus. Et puis, j'en profite aussi pour faire un peu de publicité pour le dernier numéro de la revue Alter, dans lequel Claudia a aussi... C'est une bonne équipe, hein. On aurait pu travailler à la télévision, hein. Donc, dans quel numéro dans lequel Claudia aussi a écrit un article qui me semble tout à fait intéressant parce que elle aborde la question de la phénoménologie générative. Alors peut-être qu'elle vous en dira un peu plus, mais c'est je dirais un nouveau courant actuellement dans les recherches phénoménologiques. On a eu une période très phénoménologie génétique, hein. Il n'était question que de phénoménologie génétique. Et alors là, il y a un nouveau courant qui apparaît, c'est la phénoménologie générative. Mais je n'en dis pas plus pour lui laisser la parole. Merci beaucoup, Philippe, pour cette très gentille présentation et merci très chaleureusement pour cette nouvelle invitation. En effet, c'est la troisième fois que j'interviens dans ce séminaire. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, lorsque le thème du séminaire était l'enfant ou l'enfance. Et je suis aussi intervenue il y a une petite dizaine d'années, je dirais peut-être en 2016, lorsque le thème, en tout cas le thème de mon intervention était phénoménologie et psychologie. Pour aujourd'hui, suivant ton conseil et tes encouragements, je vais proposer une réflexion sur le complexe d'Oedipe et je vais amorcer ce retour sur l'Oedipe que le titre de mon intervention annonce en m'appuyant sur un entretien de 1974 lors duquel Foucault est interrogé sur la question de l'Oedipe. Pour son interlocuteur, qui s'appelle Henri Pellegrino, l'Oedipe désigne, je le cite, une structure fondamentale de l'existence humaine. La réplique de Foucault est suivante, je vais la lire extensivement, il s'agit d'un dialogue qui est publié au tome 2 de Dit et écrit. Alors je vous réponds en termes deleuziens, et ici je suis entièrement deleuzien, que ce n'est absolument pas une structure fondamentale de l'existence humaine, mais un certain type de contrainte, une certaine relation de pouvoir que la société, la famille, le pouvoir politique, etc., établissent sur les individus. L'interlocuteur reprend, la famille est une usine d'inceste. Foucault répond, prenons les choses d'une autre façon. L'idée que ce qu'on désire en premier, fondamentalement, essentiellement, ce qui devient corrélatif du premier objet de désir, c'est la mère, c'est à ce moment que s'instaure la discussion. Deleuze vous dira, et je suis de nouveau avec lui, pourquoi désirerait-on sa mère? Ce n'est déjà pas si amusant d'avoir une mère. Qu'est-ce qu'on désire? Bien, on désire des choses, des histoires, des contes, Napoléon, Jeanne d'Arc, tout. Toutes ces choses sont objets de désir. Alors, à partir de là, la question que j'aimerais poser pour commencer est celle de savoir de quel côté se situerait la Daseinsanalyse dans son élaboration par Binswanger par rapport aux deux positions qui s'opposent ici. Et poser cette question, c'est se retrouver devant plusieurs paradoxes. Certes, la Daseinsanalyse de Binswanger s'intéresse, comme l'interlocuteur de Foucault, aux structures fondamentales de l'existence humaine, mais il est manifeste que Binswanger estime à son tour, comme Foucault, que le complexe d'Oedipe n'en fait pas partie. Et en ce sens, la Daseinsanalyse est d'accord avec Foucault, mais sans être pour autant deleuzienne, ou plus précisément, et là il faut corriger Foucault, deleuzo-guattarienne. Car la guerre menée par Deleuze et Guattari dans l'anti-Oedipe contre ce qu'ils ont nommé le familialisme de la psychanalyse se situe encore sur le terrain freudien de la libido. Leur entreprise défend l'émancipation du désir ou de la vie désirante, la levée de la tutelle des figures parentales que l'insistance de la psychanalyse sur le complexe d'Oedipe ne fait que renforcer.
Cette émancipation du désir est également, et c'est là l'enjeu le plus important de la critique que Deleuze et Guattari adressent à la psychanalyse, émancipation de l'inconscient, rébellion anarchique contre la loi de l'Oedipe, résistance à ce que les deux auteurs désignent ouvertement comme une répression. C'est toute la portée de la thèse qu'ils avancent de manière récurrente, selon laquelle l'inconscient est orphelin. Là, il y a peut-être aussi une petite affinité avec le Dasein, c'est un point interrogé. Donc, selon Deleuze et Guattari, l'inconscient est orphelin et cette thèse est au cœur de leur proposition d'une schizoanalyse, donc autre alternative à la psychanalyse. La schizoanalyse, écrivent-ils, ne se propose pas de résoudre Oedipe. Elle ne prétend pas le résoudre mieux que ce n'est fait dans la psychanalyse oedipienne. Elle se propose de désœdipianiser l'inconscient pour atteindre au véritable problème. Elle se propose d'atteindre ces régions de l'inconscient orphelin. Cet inconscient orphelin, on le comprend, est un inconscient anœdipien qui ne reçoit pas sa loi d'ailleurs, sur lesquels les parents n'ont pas d'ascendance. La schizoanalyse, précise Deleuze et Guattari, se propose de défaire l'inconscient expressif oedipien, toujours artificiel, répressif et réprimé, médiatisé par la famille, pour atteindre l'inconscient productif immédiat. En faisant éclater ainsi l'ordre familial, cette domination que la psychanalyse œuvrait à maintenir sur l'inconscient, il s'agit de découvrir derrière le masque d'Oedipe une autre aventure qui est celle de ce qu'ils appellent la production désirante et de montrer ce faisant que la sexualité et l'amour ne vivent pas dans la chambre à coucher d'Oedipe. La thèse centrale de l'anti-Oedipe a donc trait au fonctionnement du désir, à la généalogie désirante, dont la psychanalyse freudienne avait produit l'oedipianisation forcenée au nom de la reproduction sociale. Et donc, la schizoanalyse vise à destituer cet impérialisme analytique du complexe d'Oedipe pour faire ressortir, encore une fois, le caractère absolument anœdipien de la production désirante qui est pour Deleuze et Guattari synonyme de sexualité ou qui est en tout cas au cœur de la sexualité. Ils parlent ainsi ouvertement d'une sexualité anœdipienne. Leur désaccord profond avec la psychanalyse ne se situe donc pas au niveau du pansexualisme que l'on a pu attribuer à Freud. Comme il le souligne, le problème ne porte pas sur le caractère sexuel des machines désirantes, c'est leur terminologie, mais sur le caractère familial de cette sexualité. Cette expérience anœdipienne du désir, Deleuze et Guattari l'illustrent fameusement à l'aide d'un tableau de Richard Lindner, Boy with Machine, auquel il se réfère à plusieurs reprises et qui leur sert à figurer un certain décloisonnement du désir que la psychanalyse enfermait dans le carcan d'Oedipe, visant ainsi en outre à faire éclater le triangle parental, le triangle de la filiation, pour l'ouvrir, comme ils écrivent, aux quatre coins d'un champ social. Les termes d'Oedipe ne forment pas un triangle, mais existent éclatés à tous les coins du champ social. Autrement dit, à l'altérité parentale que la psychanalyse privilégie, Deleuze et Guattari entendent substituer ce qu'ils appellent le grand autre et qui est l'autre social. Si nous reformulons ainsi l'objectif de leur entreprise, une convergence inattendue avec le projet Daseins analytique de Binswanger devient possible. Car l'analytique existentielle se situe de manière décisive sur le terrain du Mitsein, de l'être avec ou de l'être ensemble, sans que le complexe d'Oedipe soit envisagé comme une structure fondamentale de ce dernier. En effet, même dans les textes où il est le plus ouvertement question du rapport entre Daseins analyse et psychanalyse, textes qui ont été publiés en français sous le titre Analyse existentielle et psychanalyse freudienne, on aura du mal à trouver la moindre référence au complexe d'Oedipe sous la plume de Binswanger, même si l'on trouvera par exemple une référence isolée à Oedipe comme personnage tragique à côté d'autres personnages comme Hamlet. Lorsqu'il relève lui-même des extraits significatifs de sa correspondance avec Freud, Binswanger rappelle le passage d'une lettre de début 2025 où il avouait à Freud la grande impression que lui avait faite le déclin du complexe d'Oedipe, texte de Freud de 1924, mais il ne s'attarde pas dans cette lettre sur la signification, la portée ou la pertinence du complexe. C'est vraiment une remarque passagère et il n'y a pratiquement pas d'autres occurrences, d'autres renvois à l'Oedipe ou au complexe d'Oedipe au sein de la correspondance.
Pour comprendre cette réserve ou cette prise de distance tacite, il est bien sûr utile de rappeler la façon dont Binswanger définit le projet de la Daseinsanalyse dans son écart par rapport à la psychanalyse freudienne. La notion de Lebensgeschichte, histoire de la vie, que Binswanger met en avant dans un texte qu'il publie lui-même en 1924 et qui s'intitule Fonction vitale et histoire intérieure de la vie, nous fournit déjà un outil extrêmement précieux. Comme le souligne encore l'important article sur la direction de recherche analytico-existentielle en psychiatrie paru en 1945, pour la Daseinsanalyse, et je cite, pénétrer dans l'histoire de la vie des malades revient à décrire et à comprendre leur projet de monde. La Lebensgeschichte nous renvoie ainsi au Weltentwurf, au projet de monde, et l'analyse existentielle propose justement de localiser le trouble psychique fondamental dans ce que Binswanger appelle la flexion de l'être au monde en tant que tel. Ainsi, par exemple, dans cet article de 1945, Binswanger estime qu'un attachement, c'est son exemple, je le cite, un attachement exagéré à la mère n'est possible, et il souligne possible, que sur la base d'un projet de monde qui ne s'édifie que sur la catégorie de la connexion, de la cohérence, de la continuité. Une telle compréhension de monde ne concerne, poursuit-il, rien de psychologique, mais quelque chose par quoi seul le fait psychologique devient possible. L'on pourrait remplacer ici psychologique par empirique et souligner que Binswanger réinvestit tacitement la vieille opposition de l'empirique et du transcendantal, ou en termes heideggeriens de l'antique et de l'existentiel. La configuration oedipienne relèverait en ce sens de l'histoire de la vie empirique, de l'existence antique, à partir de laquelle il convient de remonter en direction du niveau existentiel ou ontologique d'un être au monde et d'un être ensemble, épuré de telles déterminations relatives à l'histoire factuelle de l'existence. Suivant cette interprétation, par exemple, je cite Binswanger, l'assise sur la mer signifiait assise du monde en général. Il fait une traduction de la terminologie psychanalytique dans sa propre terminologie. L'analyse de Binswanger se veut une analyse transcendantale et en ce sens a priori. Comme il l'écrit, de même que seules les formes a priori ou transcendantales de l'esprit humain font véritablement de l'expérience ce qu'elle est, de même, seule la forme de ce projet de monde crée la condition de possibilité pour que tel événement soit vécu par expérience comme traumatique. Donc, seule la forme de projet de monde crée les conditions pour qu'il y ait événement traumatique. Donc, l'événement empirique en tant que tel, ainsi que la figure empirique de l'autre, sont constamment renvoyés à la structure transcendantale qui les rend possibles. Et c'est en ce sens également que Binswanger serait d'accord avec Foucault pour soutenir que le complexe d'Oedipe n'est pas une structure fondamentale de l'existence. C'est aussi en ce sens qu'il précise la différence d'orientation entre la Daseinsanalyse et la psychanalyse dans son article Analyse existentielle et psychothérapie, paru en 1954. À la différence de la démarche de Freud, écrit-il, l'analyse existentielle a en vue non pas la fermeté de la texture de l'histoire de la vie interne, mais la fermeté de sa texture transcendantale qui réside au fond de toute texture psychique dès le départ ou a prioriquement comme sa condition de possibilité. Et donc, pour cette raison, la Daseinsanalyse envisage l'histoire de la vie et ses singularités uniquement comme des flexions de la structure totale de l'être au monde, là où Freud, du moins selon la lecture que Binswanger en fait dans les années 20 et 30, renvoie encore les forces de l'appareil de l'âme à l'organisme biologique et met toujours au premier plan le facteur biologique du développement. En lisant ces indications, nous devinons qu'il y a encore une raison à la réticence de Binswanger à considérer le complexe d'Oedipe, à l'instar des tenants de la psychanalyse, comme une structure fondamentale de l'existence. Le complexe d'Oedipe nous parle, comme Deleuze et Guattari le rappelleront à leur tour, de la vie désirante de l'enfant. Il nous renvoie donc au stade ou à l'âge de l'enfance et nous invite à envisager l'existence en termes de développement dans une perspective qui demeure sans doute toujours trop biologisante ou naturalisante aux yeux de Binswanger. Autrement dit, l'Oedipe nous parle de la vie et du destin des pulsions et ce faisant nous ramène toujours au développement de l'organisme. Cette perspective développementale est récusée pour la même raison que le paradigme pulsionnel. Elle demeure naturalisante ou biologisante.
Or, comme l'écrit Binswanger à la fin de son texte, Freud et la constitution de la psychiatrie clinique, paru en 1936, que nous soyons vécus par les puissances de la vie, ce n'est là qu'un aspect de la vérité. L'autre aspect de la vérité, c'est que nous la déterminons comme notre destin. L'on peut certes se demander ici si la perspective développementale des âges de la vie et la mise en avant de l'enfance, qui en est corrélative, est véritablement dépourvue de toute portée existentielle. Et les contributions parues dans le dernier volume d'Alter avancent un peu dans ces directions. J'ai pu aussi constater, sans faire une recherche très fouillée, que dans les Grundformen der menschlichen Erkenntnis, dans le grand ouvrage de Binswanger sur les formes fondamentales de l'existence, Grundformen und Erkenntnis des menschlichen Daseins, les formes fondamentales et la connaissance de l'existence humaine, il y a très peu de références à l'enfance. Donc, on peut tout de même se demander si la perspective développementale des âges de la vie est dépourvue de toute portée existentielle, mais il me semble qu'il y a une solidarité que Binswanger décèle entre ces perspectives naturalisantes, biologisantes, qui est celle de Freud à ses yeux, et la perspective développementale, comme si cette perspective développementale ne pouvait pas se déployer dans un autre cadre. Il est certes facile de se tenir à la nette distinction de l'antique et de l'ontologique pour soutenir que le Dasein n'a pas d'âge, tout comme il n'a pas de genre et ne peut pas tomber enceint. Je fais allusion au titre d'un article d'une phénoménologue américaine des plus sérieuses, Lana Rodemeyer, Dasein Gets Pregnant. En effet, si, comme nous pouvons le lire au paragraphe 72 d'Être étant, le Dasein, je cite Heidegger, existe nativement, et c'est nativement encore qu'il meurt au sens de l'être vers la mort, il paraît plus difficile de dire que le Dasein a grandi, qu'il a eu une enfance ou qu'il vieillit. Ou du moins, l'enfance et la jeunesse, comme la vieillesse, ne semblent pas pouvoir posséder une signification existentielle ou ontologique. Elles relèvent, nous le devinons, d'une temporalité simplement ontique. Il est dès lors d'autant plus remarquable que dans un entretien de 1963 avec Medard Voss, publié dans les séminaires de Zurich, Heidegger se penche au passage, dans le contexte d'ailleurs d'une rapide discussion avec Freud, sur le vécu du temps chez le jeune enfant et la personne âgée et semble reconnaître furtivement une différenciation qualitative du temps vécu selon les âges de la vie. Je le cite, « Que le jeune enfant et le vieillard vivent encore dans le présent ne veut pas dire qu'ils vivent de la même manière. Au contraire, à l'opposé du jeune enfant, il y a chez le vieillard un avoir été. Seulement, celui-ci se met en retrait. » Ce passage est assurément singulier et remarquable, mais il est tout de même difficile de décider si la description qu'il propose nous situe ailleurs qu'au niveau d'un temps antique. La question des âges de la vie implique également celle du lien et de l'écart intergénérationnel dont on ne peut pas dire que l'analytique existentielle en ait fait des questions fondamentales. Certes, au paragraphe 74 de Sein und Zeit, Heidegger parle du co-destin destinal du Dasein, das schicksalhafte Geschick des Daseins, dont et avec sa génération. Et quand il emploie le terme génération, Heidegger le met entre guillemets et renvoie à Dilthey. Mais bien que dans ce même paragraphe 74 des traitants, il soit significativement question d'héritage, nous nous tenons encore loin de l'horizon d'une historicité proprement générative ou intergénérationnelle qui intègre pleinement la considération de l'enchaînement historique des générations et du lien génératif des existences. Les séminaires de Zurich de Heidegger témoignent également, il est bien connu, de sa réserve, parfois excessivement ironique, à l'égard du prolongement binswangerien de l'analytique existentielle, dont l'opus magnum de 1942, que j'ai déjà mentionné, Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins, forme fondamentale et connaissance de l'existence humaine, encore inédit en français. Binswanger opère tout de même un recentrement décisif de la Daseinsanalytik sur le Mitsein, sur l'être ensemble ou l'être avec, ce qui le conduit à la mise en avant d'une structure existentielle que Heidegger avait indéniablement minorée, à savoir, ou voire occultée, à savoir la non-strictée, la Wirheit, qui exprime cet être ensemble désormais fondamental. Dans les textes rassemblés dans le volume Analyse existentielle et psychanalyse freudienne que j'ai déjà cité, Binswanger, fidèle à Heidegger, met davantage l'accent sur l'être au monde,
même s'il lui arrive également de souligner que l'analyste existentiel et ses malades sont, comme il le dit, des partenaires dans l'être présent que leur rencontre, comme toute rencontre authentique, est un être ensemble dans le présent. C'est par le biais de cet intérêt décisif sur les modalités concrètes de l'être ensemble que le complexe d'Oedipe pourrait sans doute retrouver une certaine pertinence au sein de la Daseinsanalyse. Si, comme je l'ai déjà relevé, Binswanger ne se réfère pratiquement jamais, dans ses articles du moins, au scénario oedipien, la question de l'altérité ou de l'autre est tout de même susceptible de l'orienter sur ce chemin. Foucault souligne lui-même cette convergence dans la section de son cours du début des années 50, Binswanger et l'analyse existentielle, consacrée à l'expérience d'autrui. Il souligne en effet la manière dont Freud, à sa façon, avait fait d'autrui le protagoniste du drame pathologique pour s'expliquer dans les termes suivants. Je le cite plus longuement. Le personnage de l'autre est doublement constitutif. Il est au point de départ du développement structural et il est en même temps à l'origine des significations. S'il faut donner au complexe d'Oedipe son sens le plus global et peut-être le mieux fondé, on doit reconnaître dans sa définition cette découverte essentielle. Le personnage humain est présent au cœur même du développement de l'homme, il hante toutes ses significations et il en est le moment génétique premier. Le complexe d'Oedipe ne résout l'énigme de l'homme et ne donne le chiffre de sa destinée mortelle que dans la mesure où il met au jour l'homme lui-même comme essence de l'homme. Là, sans doute, se situe l'effort le plus radical de Freud, poursuit Foucault, pour échapper aux préjugés de l'homme en natura et pour se détacher de l'horizon évolutionniste dans lequel il avait inscrit sa théorie de la libido. Il a montré que, en ce qui concerne la réalité humaine, la succession des choses n'est possible qu'à partir de la coexistence des hommes. À partir de cet extrait, il apparaît également que Foucault nuance dans une certaine, voire importante mesure, quoique assez tacitement, la vision d'un Freud biologiste que Binswanger pouvait encore avoir. Ce choix interprétatif est manifeste dès l'introduction du cours, où Foucault souligne que Freud, je le cite, abandonne tout le thème du vital pour faire porter tout le poids de son analyse sur le domaine du vécu, ce qui représente non seulement le moment décisif de son œuvre, mais aussi un point de convergence fondamentale entre la psychanalyse et la phénoménologie, dès lors que l'analyse freudienne est elle-même comprise comme une analyse du vécu. Foucault écrit, on voit Husserl et Freud faire un effort vers le même but, détacher la sphère du vécu d'une causalité vitale immédiate. Foucault leur attribue en outre une autre convergence décisive lorsqu'ils estiment que tous les deux reconnaissent à ce domaine du vécu une dimension historique et intersubjective qui ne puisse se réduire à un processus évolutif. Certes, les divergences commencent tout de même à affleurer lorsque l'on rappelle que l'orientation prise par la psychologie phénoménologique est celle d'une science et d'éthique, et l'on retrouve ainsi la question de l'articulation et de la tension entre deux niveaux d'analyse, a priori et empirique. Foucault se demande en outre ouvertement comment situer la Daseinsanalyse par rapport à cette différence d'orientation, disons plus empirique ou plus édétique, entre Freud et Husserl, et estime que nous trouvons chez Binswanger un autre style d'analyse que celui de la phénoménologie. Cependant, si la question qui se pose est celle de savoir s'il faut avoir recours à une analyse des conditions réelles de l'existence concrète, ou plutôt tenter une analyse des structures de l'existence comme manière pour la réalité humaine d'être présente au monde, il est manifeste que la Daseinsanalyse emprunte plutôt la deuxième voie, pour autant qu'elle s'intéresse, selon l'expression de l'article de 1946 sur la direction de recherche analytico-existentielle en psychiatrie que cite Foucault, à l'être dans le monde en tant qu'il est transcendantal. Mais revenons au cœur de la longue citation du cours de Foucault que j'ai donné plus haut et qui situe le sens le plus global et peut-être le mieux fondé du complexe d'Oedipe au niveau de cette découverte essentielle selon laquelle le personnage humain est présent au cœur même du développement de l'humain. La lecture proposée par Foucault produit sans doute un certain rééquilibrage entre l'être au monde et l'être avec, comme on le voit aussi lorsqu'il soutient un peu plus loin qu'on ne peut plus voir dans la perturbation de l'expérience d'autrui un phénomène dérivé, le résultat d'une altération qui serait plus radicale. Au contraire, elle est une mise en question des formes les plus fondamentales de l'existence.
Autrement dit, Foucault suggère tacitement qu'il ne faut pas continuer à envisager l'altération de l'être avec comme la conséquence d'une altération de l'être au monde qui serait encore plus fondamentale, mais qu'en définitive, il n'y a d'être au monde, ou du moins de l'expérience de l'intramondain, que sur le fond d'un être ensemble originel. Pour reprendre la fin de la citation que j'ai mise en avant, en ce qui concerne la réalité humaine, la succession des choses n'est possible qu'à partir de la coexistence des humains. Et parmi les modalités concrètes de cette coexistence, Foucault n'hésite pas à mettre en avant l'un des liens sur lesquels repose le scénario oedipien lorsque, dans son analyse d'un cas de perversion sexuelle, qui s'appuie sur l'ouvrage de Medard Boss de 1952, Sinn und Gehalt der sexuellen Perversionen, ein daseinanalytischer Beitrag zur Psychopathologie des Phänomens der Liebe, donc sans cette teneur des perversions sexuelles, une contribution analytique à la psychopathologie des phénomènes de l'amour. Foucault, en s'appuyant sur un cas qu'il emprunte à Boss, souligne que, je cite, privé de l'expérience originaire du lien corporel avec la mère, l'amour et l'érotisme ont, pourrait-on dire, perdu leur langue maternelle. Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure l'analytique binswangerienne de l'amour dans les grandes formes permettrait elle-même de cautionner une telle conclusion, mais cela demanderait une étude plus approfondie de cet ouvrage que celle que j'ai pu mener. Je note simplement à partir du début d'enquête que j'ai pu mener que Binswanger écrit en effet dans les grandes formes que la psychanalyse est dans l'incapacité de voir la véritable structure ontologique de l'amour, mais qu'il ne semble pas du tout accorder un rôle paradigmatique à l'amour parental ou à l'amour maternel, malgré quelques occurrences ponctuelles, mais vraiment très limitées. Foucault, pour sa part, voit assurément une convergence entre le primat binswangerien de l'amour et l'analyse freudienne de l'Édipe, bien que la Daseinsanalyse n'épouse pas le discours de la pulsion et du désir tel qu'on le retrouvera encore, je l'ai indiqué, chez Deleuze et Guattari, et ce, malgré leur destitution de l'Œdipe. Cependant, il est clair que le scénario oedipien n'a pas vocation à nous confronter aux yeux de Binswanger à un Wir-Sein, à un nous ontologique, et que de ce point de vue, la Daseinsanalyse reste orientée vers un dépassement du plan d'analyse de l'existence empirique ou empiriquement historique, qui est également un dépassement du plan husserlien du vécu vers le plan heideggerien de la signification ontologique des modes d'existence. Dans cette perspective, comme l'écrit encore Foucault dans son cours, je le cite un peu plus longuement, l'attachement d'un enfant à sa mère n'est pas en lui-même significatif si on ne tient pas compte de la manière dont il est vécu, assumé comme une passion ou sourdement développé comme un besoin. Le vécu ne peut pas rendre compte de lui-même, ni, souligne Foucault, ni surtout de celui qui le vit. C'est pourquoi, poursuit-il, il faut le dépasser, donc dépasser le vécu, vers l'analyse existentielle qui le rendra pleinement significatif en tant qu'expression d'un mode fondamental d'existence. À ce niveau, nous trouvons sans doute une convergence inattendue avec Deleuze et Guattari dans leur geste de destitution du scénario oedipien. Si les auteurs de l'anti-Oedipe visent, comme nous l'avons vu, la libération du désir et de l'inconscient, la Daseinsanalyse accomplit elle aussi un geste analogue de libération que l'on pourrait appeler libération de l'avenir. Comme le souligne Foucault dans l'optique de l'analyse existentielle, le médecin n'est pas pour le malade le personnage qui incarne le passé, mais celui qui ouvre l'avenir, celui qui peut rendre à nouveau possible l'impossible. Autrement dit, poursuit-il, le rapport psychothérapique est efficace non en ce qu'il restitue les anciens rapports, on entend les rapports aux figures parentales, mais en ceci qu'il crée de nouveau, il constitue, dit Binswanger, un nouveau Mitmenschensein. Il s'agit ainsi, ajoute Foucault, d'orienter la cure moins vers la récupération totale du passé que vers l'ouverture des possibilités de l'avenir. Et c'est là peut-être une autre des raisons les plus profondes pour lesquelles l'analyste existentielle ne prêtera pas au complexe d'Oedipe l'attention que lui porte le psychanalyste. Après ce premier temps de mon propos, dans le temps qui me reste, je souhaite suivre une suggestion lapidaire de Foucault dans le même cours sur Binswanger, lorsque, en parlant du rapport existentiel qui se noue dans la rencontre thérapeutique, il souligne que nous avons affaire non seulement à un renouvellement ou un ravitaillement des possibilités d'existence,
mais aussi d'une obligation existentielle qui s'impose, ce qui revient à superposer une réflexion éthique à la réflexion ontologique et anthropologique. On peut se demander si une telle dimension éthique de la rencontre est-elle déjà présente dans le scénario oedipien. Poser cette question, c'est envisager une autre direction de compréhension de la relation comme une autre direction de compréhension de l'histoire tragique, qui baigne profondément dans le mythe, pour autant que les dieux sont ses protagonistes à titre égal que les humains. Donc, c'est une invitation aussi à opérer un décentrement par rapport à la question du désir et de la libido que privilégie Freud, comme après lui Deleuze et Guattari. Cela implique aussi de revenir sur le moment charnière de l'histoire de la psychanalyse freudienne qui marque l'émergence de la théorie de l'Oedipe, à savoir le tournant que représente l'abandon de la théorie de la séduction. Cette dernière nous situait en effet dans l'horizon de la faute de l'adulte, autrement dit dans l'horizon de la transgression éthique, alors que la théorie de l'Oedipe est censée nous parler du désir de l'enfant, et même de son désir incestueux à l'égard de la mère et parricide à l'égard du père. Les lectures qui ont interrogé cette curieuse compréhension du scénario tragique grec par Freud sont innombrables, comme innombrables sont aussi leurs arguments. Comment attribuer à Oedipe un désir incestueux à l'égard de la mère et parricide à l'égard du père, puisqu'il ne sait pas que Jocaste est sa mère et Laios est son père? Ce n'est pas le désir qui pousse Oedipe vers Thèbes et vers le lit de Jocaste, mais le devoir. Averti par l'oracle, Oedipe fuit la possibilité de la faute, c'est-à-dire qu'il fuit Corinthe où se trouvent ceux qu'il pense être ses parents, et ayant libéré Thèbes de la Sphinge, il doit un nouveau roi à cette cité qu'il accueille en héros. Autrement dit, il doit être son roi et pour ce faire épouser sa reine. Freud rejette sur Oedipe la faute d'un désir que celui-ci n'a pas, sans voir que ce qui l'empêche d'accomplir son devoir comme il le souhaite, ou ce qui fait que tout accomplissement du devoir s'avère fautif pour lui, dans l'ambiance d'un Schuldigsein, être en dette ou être en faute originelle, pour reprendre ici l'expression de Heidegger. Donc, ce qui empêche Oedipe de faire son devoir se situe ailleurs, à savoir dans les fautes qui l'ont précédé et qui ont attiré la malédiction divine dont il est lui-même victime. L'histoire d'Oedipe doit se lire dès lors non comme une odyssée du désir, mais comme une archéologie de la faute qui opère par remontées successives suivant les articulations du lien et du temps intergénérationnel. À cet égard, il y a assurément, et nombreuses sont les lectures qui l'ont montré, j'en rappellerai quelques-unes, un aveuglement de la part de Freud qui s'en tient au supposé désir d'un Oedipe qui n'agit que par devoir pour éviter la faute et qui ne se retrouve fautif que parce que la faute des autres le rattrape ou déteint sur lui. Dans les séminaires publiés en 1975 sous le titre Filiation, l'avenir du complexe d'Oedipe, le psychanalyste strasbourgeois Vladimir Granov, qui prend acte par ailleurs, je le note, au passage de l'entreprise de Deleuze et Guattari dans l'anti-Oedipe, pour estimer qu'il s'agit simplement d'une remise en jeu, non mise hors jeu, du scénario oedipien, Granov interroge le rapport que l'on peut soupçonner entre ce qui s'appellera le complexe d'Oedipe et, je le cite, le fait que Freud n'interprète rien de ce qui concerne le corps d'Oedipe. Et peut-être, poursuit-il, en raison même de la prégnance des péripéties dont ce corps porte les représentations jusque dans son nom. Ou encore pourrait-on dire, Oedipe porte dans son corps et dans son nom quelque chose dont il peut être question ailleurs, mais qui circule méconnu tant que c'est lié à lui. On peut se demander, à partir de ce passage, qui est sédimenté dans le corps d'Oedipe? Rien d'autre qu'une blessure originelle à laquelle il doit son nom même, qui veut dire pied enflé. Dans son ouvrage La violence et la vie, la face cachée de l'Oedipe, paru en 1994, le psychanalyste lillois Jean Bergeret s'étonne à son tour que Freud ait à tel point tronqué le mythe d'Oedipe et relève la contradiction manifeste, assez surprenante pourtant, rencontrée dans le propos de Freud. Il écrit: il s'agit d'une part de déclarer que le mythe d'Oedipe constitue un paradigme devenu référence symbolique universelle, alors que d'autre part, on ampute ce mythe de toute sa partie initiale et essentielle où il est question de violence.
Autrement dit, ne plus tronquer le mythe d'Oedipe, ce n'est pas oublier que tout le début du drame se déroule dans un climat de violence familiale pure, souligne Jean Bergeret, à savoir la violence exercée par Jocaste et Laios par une tentative d'infanticide dont Oedipe sera le rescapé improbable et miraculeux. Mais il faut remonter encore plus loin en arrière et se demander pourquoi Jocaste et Laios agissent ainsi. C'est ce que fait dans un bien étrange livre paru en 1979 et intitulé L'homme au statut, Freud et la faute cachée du père, la psychanalyste Marie Balmary, qui, s'appuyant sur le dictionnaire de la mythologie grecque de Pierre Grimal, entend remonter à l'origine de la malédiction des Labdacides et montre que, bien avant le fourvoiement d'un Oedipe jouet du destin, la première faute est celle du père, en l'occurrence celle de Laios. Les pieds enflés d'Oedipe en parlent déjà. Oedipe, écrit Marie Balmary, auquel tout symbole a été refusé, est donc marqué d'un symptôme passivement dans son corps. Ses pieds enflés sont tout ce qui reste à Oedipe de sa filiation. Or, Freud élabore, d'une manière que la tragédie de Sophocle est loin de justifier, une théorie des désirs cachés du fils, au lieu de voir que l'histoire d'Oedipe alimente plutôt une théorie de la faute cachée du père et de sa transmission à travers les générations. Cette faute n'est pas seulement celle partagée avec Jocaste de la tentative d'infanticide, et d'ailleurs, de manière significative dans le récit de Sophocle, Jocaste est censé s'être chargé seul de l'exposition du nouveau-né aux pieds transpercés sur le mont Cytéros, mais la faute est également et avant tout celle qui motive l'interdiction de procréer, qui s'adresse à Laios seul et qui est justement une faute de séduction. La séduction violente, car elle prend selon toute apparence la forme d'un enlèvement et d'un viol, de Chrysippos, dont il était le précepteur et dont le père Pélops l'avait accueilli à sa cour alors qu'il avait dû fuir sa cité après la mort de son propre père. Laios commet donc un crime sexuel qui est aussi un crime contre l'hospitalité et la confiance de son hôte, qui lui avait donc confié son fils, en plus de l'accueillir. Cette première transgression fondamentale a une issue tragique, puisque Chrysippos, honteux d'avoir été séduit ou violé, se suicide. C'est là que s'origine la malédiction des Labdacides, et c'est là la raison de l'interdiction d'enfanter qu'Apollon adresse à Laios. Lui qui a privé Pélops de son enfant devra rester sans descendance et sans enfant. Et s'il transgresse cette interdiction, il périra de la main de son propre enfant, de même que Chrysippos a dû périr de sa propre main. Or, dans sa lecture de l'histoire d'Oedipe, Freud passe entièrement sous silence la faute de Laios, qui est une double faute, à la fois volontaire ou qui est une double faute à chaque fois volontaire ou intentionnelle, de l'adulte à l'égard de l'enfant. Sa faute envers Chrysippe, séduction et agression pédophile de son élève, et sa faute envers son propre fils, tentative d'infanticide qu'il délègue à une Jocaste complice car elle-même visée par la malédiction en tant que complice de cet engendrement transgressif. Ou, dans les termes remarquables que choisit d'employer Marie Balmary, Freud ne voit que la culpabilité du dominé, pas celle du dominant, alors que manifestement, Oedipe ne souffre pas de ses propres fautes, mais de celles de son dominant, du père qui a décidé d'avance de son destin. Or, ce qui est en jeu ici, on le comprend, ce n'est pas seulement un choix herméneutique devant l'histoire tragique d'Oedipe, mais aussi une grille de lecture des relations parents-enfants en tant qu'elles peuvent être à l'origine des névroses et de l'hystérie en particulier. Marie Balmary identifie ainsi un préalable implicite à l'œuvre de Freud, selon lequel il ne faut pas parler des fautes des parents, ou bien dans les termes du célèbre rêve que Freud fait lui-même à la mort de son père et qu'il raconte dans la trame d'Oitung, il faut fermer les yeux, ou plus précisément, on est prié de fermer les yeux. Or, c'est ce préalable implicite qui serait la motivation de l'abandon de la théorie de la séduction, abandon qui aurait dès lors la signification d'un refoulement et un déplacement sur soi de la faute du père, comme celui qu'Oedipe accomplit lui-même dans la tragédie de Sophocle. Dans Oedipe aux colonnes, je note entre parenthèses, en revanche, comme le rappelle Pierre Bayard, psychanalyste lui aussi, dans un magistral essai aux allures d'enquête policière que vous connaissez peut-être, publié en 2021 sous le titre « Oedipe n'est pas coupable » et qui prolonge l'enquête, la lecture de Marie Balmary,
Sophocle, donc Oedipe à colonne, Sophocle permet tout de même à son personnage de dire, je cite, « Mes actes, je les ai simplement subis et non commis. S'il m'est permis d'évoquer à mon tour ceux de mes pères et mères, j'ai simplement rendu le mal qu'on m'avait fait. » Et pourrait-on ajouter, Oedipe a expié en bon bouc émissaire le mal qu'ils ont fait et surtout que Laios a fait à un autre enfant, autre que le sien. Marie Balmary rappelle le fait qu'en revenant presque 30 ans plus tard, en 1924, sur le cas de Katharina, la jeune fille d'aubergiste séduite dans son enfance que Freud rencontre un peu par hasard et qui est, disons, un cas, une patiente autre que les jeunes femmes issues de la bourgeoisie ou de l'aristocratie viennoise qu'il avait l'habitude de fréquenter. Donc, cette jeune fille d'aubergiste séduite dans son enfance, qui lui fait part de ses symptômes et lui raconte son histoire, et il avoue en 1924 que l'oncle séducteur dont il parlait en 1895 était en réalité le père de Katharina. Par cet aveu, 30 ans plus tard, il suggère déjà à quel point il était difficile, voire impossible pour lui, de faire état d'une tentative de séduction d'un père sur sa fille. Katharina le confrontait cependant à une histoire analogue à celle d'Oedipe, où, pour citer encore Marie Balmary, faute de pouvoir énoncer la faute du dominant, le sujet dominé se constitue fautif. Ainsi, Katharina estime que c'est sa faute tout d'abord. Elle s'accuse du divorce de ses parents, culpabilisation que son père incestueux avait lui-même activement alimentée. Mais comme dans le cas d'Oedipe, Freud abandonne ce terrain des causes intersubjectives, pourtant manifestement pertinent, pour se limiter aux mécanismes intrapsychiques. L'inceste fantasmé remplace l'inceste subi et, comme dans le cas d'Oedipe, le désir supposé de l'enfant remplace et éclipse entièrement la faute du parent. Tout vient finalement du sujet lui-même et de ses désirs, comme si rien dans les actes du parent ou de l'adulte ne les avait précédés. Je vais poursuivre avant de m'arrêter, de conclure cette analytique du Schuldesign, si je puis dire, de l'être en faute, auquel nous confronte la reprise freudienne de l'histoire d'Oedipe et qui vise, en suivant l'injonction de Marie Balmary, à passer au-delà de ce barrage théorique que constitue le complexe d'Oedipe, en restituant rapidement deux directions distinctes qui se présentent à nous pour la développer. Celle tracée par Ferenczi avant sa mort et qui lui a valu l'hostilité croissante de Freud, et celle tracée par Foucault au premier tome de l'histoire de la sexualité, La volonté de savoir, et dans le cours sur les anormaux. Je passerai un peu plus rapidement sur Ferenczi et je rappellerai simplement que dans les dernières notations de son journal clinique à l'été 1932, comme dans son important article sur la confusion de langue entre adultes et enfants, issu de son intervention au 12e Congrès international de psychanalyse de 1932 également, dont le titre était « Les passions des adultes et leur influence sur le caractère et le développement sexuel des enfants », Ferenczi opère un retour manifeste à la théorie de la séduction qui se meurt insensiblement sous sa plume en une théorie du traumatisme. Ainsi, dans un passage de son journal clinique qui porte le titre « Révision du complexe d'Oedipe », il suggère bien que le complexe d'Oedipe pourrait être le résultat d'actes réels, le résultat d'actes réels commis par des adultes, à savoir de violentes passions à l'égard de l'enfant, qui développent alors une fixation, non pas par désir, ce qu'affirme Freud, mais par peur. Le cas G, que Ferenczi discute dans son journal à plusieurs reprises, rappelle une autre histoire qui nous est familière, qui ne baigne plus dans l'élément de la mythologie grecque, mais dans celui des contes populaires publiés par Perrault en 1694, celle de Podane, dont le père attend, voire réclame qu'elle le console de sa misère sexuelle et affective. Mais je suis partie de Foucault et je vais retourner à lui. Dans La volonté de savoir, premier tome de l'histoire de la sexualité, paru en 1976, Foucault propose au chapitre 4 une analyse du dispositif de sexualité qui nous fait retrouver par un autre biais la sphère sémantique du vocabulaire de la domination qu'utilisera, sans se référer à Foucault, Marie Balmary 3 ans plus tard. Pour autant qu'il y décèle au cœur de ce dispositif de sexualité, et on sait que c'est l'une des contributions fondamentales de son entreprise, une omniprésence du pouvoir. Au sein de son enquête, Foucault est conduit à porter une attention particulière à l'évolution des relations parents-enfants
et à la surveillance du corps de l'enfant qui se met en place au XVIIIe siècle, ainsi qu'au rôle décisif qu'a joué la psychanalyse pour l'entériner. Ce que Foucault appelle la pédagogisation du sexe de l'enfant se manifeste par le fait que, tout autant que le sexe de la femme, le corps de l'enfant, écrit-il, est surveillé, entouré dans son berceau, son lit ou sa chambre, par toute une ronde de parents, de nourrices, de domestiques, de pédagogues, de médecins, tous attentifs aux moindres manifestations de son sexe. La surveillance de l'enfant, donc de la sexualité de l'enfant, devient ainsi le cœur de la famille, la tâche fondamentale des parents. Et ainsi, la valorisation croissante de la famille et son évolution historique font qu'elle se présente comme ce que Foucault appelle l'échangeur de la sexualité et de l'alliance, leur point de contact et de tension. Or, que la sexualité est pour point privilégié d'éclosion la famille, veut dire pour Foucault qu'elle naisse incestueuse, comme il écrit dans La volonté de savoir, qu'elle se cristallise de manière décisive dans les relations parents-enfants, ou, pour le dire dans les termes de Deleuze et Guattari, qu'elle se trouve oedipianisée au sein d'un processus dont Foucault entend exhiber les rouages historiques. Ainsi, c'est autour de la prohibition de l'inceste que le dispositif d'alliance et le dispositif de sexualité se nouent et entrent en tension dans la mesure où l'évolution de la famille, son resserrement autour d'un rapport direct de surveillance et de contrôle des enfants par les parents, y font un espace privilégié de circulation du désir. Au sein du dispositif de sexualité, la famille fonctionne comme un cristal. Elle semble diffuser une sexualité qu'en fait, elle réfléchit et diffracte. Foucault estime ainsi que dans une société comme la nôtre, c'est l'un des passages les plus célèbres de cette section de la volonté du savoir, je le cite, dans une société comme la nôtre, où la famille est le foyer le plus actif de la sexualité et où ce sont sans doute les exigences de celle-ci qui maintiennent et prolongent son existence, l'inceste, pour de toute autre raison et sur un tout autre mode, occupe une place centrale. Il y est sans cesse sollicité et refusé, objet de hantise et d'appel, secret redouté et joint indispensable. C'est à ce niveau, on le comprend, que l'intervention et la contribution de la psychanalyse ont été fondamentales. Car avec la mise au jour du complexe d'Oedipe, la psychanalyse renforce singulièrement la garantie mise en avant par la revalorisation et la médicalisation de la famille, que là, au fond de la sexualité de chacun, écrit Foucault, on allait retrouver le rapport parent-enfant. Et elle permet ainsi de maintenir l'épinglage du dispositif de sexualité sur les systèmes d'alliance. C'est dans ces termes que, dans La volonté de savoir, Foucault reprend à son compte la thèse deleuzo-guattarienne d'un familialisme de la psychanalyse. Son ouvrage se clôt en effet de manière explicite sur le reproche adressé à la psychanalyse d'avoir participé au renforcement du contrôle sur la sexualité. Il écrit, ironie de ce dispositif, il nous fait croire qu'il y va de notre libération. À ces analyses célèbres, le cours de Foucault sur les anormaux, datant de 1975 et publié en 1999, permet d'apporter des compléments précieux. Il analyse pour commencer de plus près ce resserrement de la famille et l'intensification du contrôle et de la surveillance exercée par les parents sur le sexe des enfants au nom de la pathologisation de la sexualité infantile, dont ses manifestations auto-érotiques par le discours médical. Cette obligation de contrôle et de surveillance, prônée par les médecins et les pédagogues, redéfinit le rapport des parents aux enfants dans l'espace familial et instaure, souligne Foucault, une nouvelle physique de l'espace familial basée sur une proximité continue. Foucault écrit, je le cite, « Désormais le corps des enfants devra être veillé dans une sorte de corps à corps par celui des parents. Proximité infinie, contact, quasi-mélange, rabattement impératif du corps des uns sur le corps des autres, obligation pressante du regard, de la présence, de la mitoyenneté, du contact. » Et dans des termes proches, il est également question d'une application directe et immédiate et constante du corps des parents sur le corps des enfants, d'un enveloppement du corps de l'enfant par le corps des parents, et la proximité apparaît ici comme la condition d'exercice de la surveillance et du pouvoir. Pour décrire ce nouveau fonctionnement et cette nouvelle fonction de la famille, Foucault parle d'un inceste épistémophilique,
qu'il décrit comme un inceste frôleur des regards et des gestes tout autour du corps de l'enfant, inceste du contact, du regard, de la surveillance, dans lequel se manifeste le pouvoir des parents sur les enfants. Mais pour autant qu'il se légitime du discours médical qui rend impérative la surveillance de la sexualité infantile, ce pouvoir des parents sur les enfants est en même temps illusoire et transitoire, car ce qui le légitime est aussi ce qui l'annule. Le parent peut et doit à tout moment se retirer devant l'autorité du médecin. C'est pourquoi Foucault peut écrire que la sexualité des enfants a été le piège dans lequel sont tombés les parents, au sens où elle a été l'un des instruments d'échange qui ont permis de déplacer l'enfant du milieu de sa famille à l'espace institutionnalisé et normalisé de l'éducation. La contribution de la psychanalyse à ce niveau par la mise au jour du complexe d'Oedipe consiste non pas tant à légitimer la surveillance qu'à infléchir de manière décisive le sens de l'inceste épistémophilique que la surveillance accomplit. Comme le résume Foucault, pendant plus d'un siècle, on avait demandé aux parents de s'approcher de leurs enfants. On leur avait dicté une conduite d'indiscrétion incestueuse. Voilà qu'au bout d'un siècle, on les disculpait précisément de la culpabilité qu'à la limite, ils auraient peut-être ressenti d'aller ainsi découvrir le corps désirant de leurs enfants. Et on leur dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous qui êtes incestueux. L'inceste ne va pas de vous à eux, de votre indiscrétion, de votre curiosité à leur corps par vous mis à nu, mais c'est au contraire d'eux à vous que va l'inceste, puisque ce sont eux qui commencent dès l'origine à vous désirer. Ainsi, l'enfermement du désir dans le triangle d'Oedipe que déplorait Deleuze et Guattari allège la culpabilité des parents, les disculpe moralement de l'indiscrétion, de la démarche, de l'approche incestueuse à laquelle on les avait contraints pendant plus d'un siècle. L'Oedipe opère en effet une réappropriation de la sexualité de l'enfant par l'affirmation que le désir de l'enfant est adressé précisément aux parents. Autrement dit, on donne au fond aux parents une garantie supplémentaire, puisqu'on leur dit non seulement, écrit Foucault, que le corps sexuel de leurs enfants leur appartient en droit, qu'ils ont à y veiller, qu'ils ont à le surveiller, à le contrôler, à le surprendre, mais qu'il leur appartient à un niveau plus profond encore, puisque le désir des enfants leur est adressé à eux. L'un des mérites importants de l'analyse de Foucault est toutefois de résister à la tendance à l'universalisation et de souligner que la situation d'inceste épistémophilique que la psychanalyse a contribué à cautionner caractérise essentiellement la famille bourgeoise, cette famille qui se réclame de l'autorité des pédagogues et des médecins, alors que par ailleurs, au sein de la famille populaire ou de la famille prolétaire, apparaît une autre problématisation de l'inceste. Ce n'est plus le danger de l'inceste qui viendrait des enfants et dont la psychanalyse formule le danger, c'est le danger de l'inceste frère-sœur, c'est le danger de l'inceste père-fille. Dans cette perspective, le corps à corps des parents et des enfants, qui était la condition de l'inceste épistémophilique, ne se trouve plus prescrit, mais proscrit. Il s'agit alors de veiller à l'instauration d'une distance optimale autour d'une sexualité adulte qui, elle, est considérée comme dangereuse. Dans un cas, écrit Foucault, c'est la sexualité de l'enfant qui est dangereuse et qui appelle à la coagulation de la famille. Dans l'autre cas, c'est la sexualité de l'adulte qui est considérée comme dangereuse et qui appelle au contraire la répartition optimale de la famille. Donc, on a, pour ainsi dire, affaire à deux physiques de l'espace familial qui sont en contradiction. Cette répartition optimale de la famille s'appuie elle aussi sur une instance externe, mais celle-ci n'est pas de type médical, elle est de type judiciaire. Ses garants, ses opérateurs sont le juge, le gendarme et l'assistant social. Dans ces deux processus dont Foucault fait apparaître la simultanéité et qui se différencient donc selon une logique de classe, s'illustrent deux conceptions radicalement opposées et finalement incompossibles de l'inceste et deux tendances opposées à doser la proximité et la distance entre parents et enfants. Le corps à corps de la surveillance, que la psychanalyse, du fait de son familialisme, permet aux parents d'exercer son culpabilité, et le corps à corps de l'abus, de la violence ou de la maltraitance à l'égard desquels une prévention constante doit s'exercer. Je m'achemine vers ma conclusion.
Alors, je pensais reparler un peu de l'anti-Édipe, mais je vais le laisser de côté. Je vais simplement, c'est un point que je voulais développer un peu, mais je n'aurai pas le temps de le faire. Je voulais simplement pointer également, avant de finir, une ambiguïté présente dans cette proposition dont Foucault se fait lui-même le porte-parole d'une libération du désir de l'enfant. Et l'ambiguïté que je repère est celle qui est relative à la tension que l'on peut identifier entre une libération du désir de l'enfant, qu'il faudrait sortir du carcan du familialisme, de la psychanalyse d'une part, et d'autre part une protection du désir de l'enfant, une différenciation du désir de l'enfant par rapport au désir de l'adulte. Il est à noter que Deleuze et Guattari assument implicitement une univocité du désir et ils entérinent sans doute ainsi à leur façon la confusion de langue dénoncée par Ferenczi par exemple, tout comme, par exemple, dans un tout autre cadre, Max Scheler, dans sa phénoménologie de l'affectivité élaborée dans Nature et forme de la sympathie, reproche longuement à Freud sa reconduction de toute forme d'amour à l'amour sexuel. Il est sûr dans une tâche aveugle dans ce combat qui n'a pas été seulement théorique, mais aussi militant à l'époque de l'anti-Oedipe pour la libération du désir. Elle est relative, bien évidemment, au fait qu'il a œuvré tacitement à libérer le désir dominant, c'est-à-dire surtout le désir adulte et le désir masculin en particulier. Voilà, et que bon, avec les dérives qu'on connaît, sur lesquelles je ne vais peut-être pas m'attarder, on y parlera peut-être dans la discussion. En tout cas, il est à noter que derrière la valorisation positive de l'indiscipline du désir, j'utilise cette expression en renvoyant à quelqu'un d'autre dont on pourrait discuter, à savoir un philosophe proche de Deleuze, traducteur de Husserl, par ailleurs, René Scherrer. Donc, derrière la valorisation positive de l'indiscipline du désir peut se cacher ce que l'anthropologue Dorothée Ducy a appelé dans son livre Le berceau des dominations, anthropologie de l'inceste, la pédagogie érotisée de la domination des enfants par les adultes sous couvert d'initiation sexuelle et de libération d'un désir identique et universellement partagé. Je l'ai montré en commençant, la Daseinsanalyse met en question ce privilège du désir que Deleuze et Guattari partagent avec Freud. Reste à montrer quelles ressources l'analytique existentielle de la nostrité et de l'amour peut-elle fournir pour enrayer cette pédagogie érotisée de la domination. Merci de votre attention.